Bienvenue sur cette partie consacrée aux petits fonds rocheux. Alors, deux vidéos vont présenter pour la première les étages supra- et médio-littoral. La deuxième vidéo sera dédiée à l'étage infralittoral, donc en dessous de la zone de balancement des marées. Donc cette première vidéo est dédiée aux étages supralittoral et médio-littoral. Alors le supralittoral, ce n'est pas le milieu dans lequel on plonge évidemment, puisque c'est celui qui est à l'extérieur, mais qui est soumis aux embruns, aux coups de mer par exemple. Donc on va avoir une végétation un petit peu spécifique que vous avez ici avec des espèces qui supportent les environnements salés. La criste marine par exemple, les saladelles, les immortelles sont des espèces terrestres, mais qui supportent de recevoir des embruns, ce qui n'est vraiment pas le cas de toutes les espèces. Alors voilà quelques exemples d'environnements soumis aux embruns avec qui vont abriter ce type d'espèces. Donc on va avoir des environnements plutôt calcaires, comme ici dans les Calanques, dans le parc national des Calanques à proximité de Marseille, dans des environnements volcaniques, donc avec des roches de composition tout à fait différentes, avec ici une photo prise dans le massif de l'Estérel. Alors juste un petit mot, parmi les espèces qui sont résistantes aux embruns, on va trouver certaines espèces envahissantes comme les griffes de sorcières. Donc à Port-Cros par exemple, il y a des programmes d'arrachage justement pour limiter l'envahissement par certaines espèces. Ce sont des milieux dans lesquels qui sont assez fragiles, justement parce que les conditions environnementales sont très sévères. Donc il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont capables d'y vivre. Par contre, certaines sont capables de s'y développer très rapidement et au détriment des autres. Donc c'est le cas de cette espèce-ci. Alors les côtes, si on regarde la Méditerranée française, on va avoir deux types d'environnement d'une façon générale. Des côtes majoritairement rocheuses, donc le littoral PACA est majoritairement rocheux, et des côtes qui sont majoritairement sableuses, avec notamment les côtes du golfe du Lion. Donc nous, on va vraiment rester sur les environnements rocheux, mais on va quand même faire un petit pas de côté dans nos environnements sableux, sur les dunes pour savoir un petit peu ce qu'on peut y voir. Donc on a des espèces là aussi vraiment spécifiques, végétales, comme l'Oya par exemple. Alors ça c'est une espèce qui est vraiment importante parce qu'elle permet de fixer les dunes. Donc il y a certains programmes, par exemple actuellement au Gros du Roi, pour fixer le cordon dunaire, pour fixer le sable, il y a un programme de plantation par exemple de ces Oyas, donc des plantes spécifiques des dunes. Après on va trouver un certain nombre d'espèces comme le caquilier que vous avez ici en haut à gauche. Ces espèces végétales vont être un habitat pour un certain nombre d'espèces animales comme ici la puce de mer. Donc ça, ce sont des espèces qui sont naturellement présentes sur les côtes sableuses. Vous avez aussi sur ces côtes sableuses ce qu'on appelle la laisse de mer, donc ce que la mer rejette. Donc des morceaux d'algues, de coquilles, de coquillages, des feuilles de posidonie, comme sur la photo que vous avez ici sur une plage, mais aussi, hélas, beaucoup de macrodéchets, de bouteilles, de déchets plastiques qui flottent ou qui ne flottent pas d'ailleurs, et qui, quand il y a un coup de mer, sont rejetés et se retrouvent sur ces plages. Alors là, ici, on aura l'occasion largement d'y revenir. Vous avez un exemple de plage du littoral cannois, en l'occurrence, en automne, avec la laisse de mer ici, donc les feuilles de posidonie mélangées à des algues, à différents rejets renvoyés par les vagues, avant nettoyage et après nettoyage, pour que la plage ait un aspect plus propre. On aura largement l'occasion d'y revenir. Alors revenons sur nos côtes rocheuses et on va rester sur le supralittoral. Donc on est sur un milieu qui est soumis aux embruns mais qui n'est pas immergé. On est au-dessus de la zone de balancement des marées. Alors je vais commencer par vous poser deux questions.
Avez-vous une idée de ce qui forme ces taches noires qu'on trouve assez fréquemment sur les rochers du supralittoral? Et qu'est-ce qui peut rendre des rochers coupants? Alors qu'en général, l'action de la mer, l'action de l'eau d'une façon générale, c'est plutôt d'arrondir les angles. Alors, on va recommencer par la première question, ces taches noires. Alors, évidemment, les taches noires, ça peut être des hydrocarbures. Ça arrive, hélas, fréquemment. Naturellement, ça peut être la présence d'un lichen du genre Verrucaria. Maintenant, les rochers coupants. Alors, c'est assez peu intuitif de trouver des rochers coupants à un endroit où la mer bat. Et pourtant, certains le sont vraiment, vraiment très coupants. En fait, c'est la présence d'organismes qui vont grignoter la roche, en fait, qui vont grignoter le calcaire. Donc, ça peut être soit des cyanobactéries, soit certains champignons qui vont vivre, en fait, qui vont se créer des cavités à l'intérieur des rochers calcaires. Et donc, en général, sécréter un acide qui va faire fondre, en fait, en quelque sorte, qui va dissoudre une partie de la roche. Alors maintenant, quelques exemples d'habitants de ce supralittoral. Des espèces fixées, ici comme des balanes, des littorines, donc qui sont des mollusques gastéropodes, qui se déplacent mais relativement lentement. Des espèces plus mobiles comme la lygie, qui est un crustacé. Alors pour les espèces qui ne sont pas mobiles, comme les balanes que vous avez ici en bas, ce sont des crustacés mais qui sont fixés. Pour ces espèces-là, vivre dans l'étage supralittoral demande énormément d'adaptation. Tout simplement parce qu'ils sont fixés, ils ne peuvent pas se déplacer. Quand il pleut, c'est de l'eau douce. Quand il y a de la houle, des vagues, c'est de l'eau de mer. Quand il y a du soleil en été, il fait très chaud. En hiver, il fait très froid. Donc c'est vraiment un milieu totalement extrême. Pour vivre fixé, quand on est un animal, il faut déjà se protéger de la dessiccation. Donc ce sont des espèces qui sont capables de se refermer et d'être très étanches. Et elles se nourrissent en fait, elles respirent très rapidement quand il y a la mer qui arrive. Donc à ce moment-là, elles s'ouvrent, elles en profitent pour faire leurs échanges gazeux, de nourriture, etc. Et se referment dans les périodes soit de dessiccation ou quand il pleut, etc. Donc c'est un environnement qui est vraiment très très sévère. Et il y a relativement peu d'espèces en fait, qui sont capables de supporter toutes ces modifications environnementales. Alors maintenant, on va descendre un tout petit peu, on va aller dans ce qu'on appelle l'étage médio-littoral, c'est la zone de balancement des marées. Alors en Méditerranée, le balancement des marées, c'est très faible, c'est quelques dizaines de centimètres au maximum. Donc on va dire que c'est le niveau où l'eau affleure, pour faire un peu plus simple, le niveau 0. Alors sur cet étage médio-littoral, on a quelques espèces vraiment typiques, emblématiques, comme les lithophiles. Donc vous avez ici le lithophile lichénoïde. C'est une espèce qui forme ce qu'on appelle des encorbellements ou des trottoirs lorsque ça devient un peu plus profond. C'est une algue rouge calcaire en fait qui pousse, qui fait des sortes de petits pompons blanchâtres et la croissance est vraiment très très lente, mais quand les peuplements sont anciens, sont vieux, qui n'ont pas été détériorés, ça peut vraiment former ce qui ressemble à un trottoir le long de la côte. Alors, à noter que c'est une espèce protégée et qui est très sensible au piétinement. Donc, protégée et à protéger vraiment. On va trouver d'autres espèces d'algues qui ne sont pas du tout, cette fois-ci, calcifiées, comme ici la rissoelle, par exemple. On va trouver un certain nombre d'espèces animales qui sont adaptées. Alors certains crabes qui, eux, vont venir dans ce milieu, se cacher dans les algues, se nourrir. On va trouver des petits mollusques, par exemple, comme les chitons, qui sont des herbivores, donc qui avancent assez lentement et qui vont racler les algues qu'ils vont trouver sur leur passage. On va trouver des organismes comme ce qu'on appelle les tomates de mer ou les actinies tout en haut là. Donc là, ce sont des anémones qui sont capables de se refermer ou de s'ouvrir en fonction des conditions environnementales.
Donc voilà quelques espèces vraiment typiques de cet étage médio-littoral. Certaines algues, on se sert de certaines algues comme bioindicateurs, comme espèces indicatrices de la qualité du milieu. Donc soit de bonne qualité du milieu, soit de qualité dégradée, de perturbation. Alors les espèces indicatrices de perturbation, vous avez par exemple les algues du genre Ulva. Alors type laitue de mer ou type enteromorphe. Donc ce sont des algues vertes, très vertes, qui sont reconnaissables. C'est des algues de ce groupe-là qui forment les marées vertes, par exemple en Bretagne. Elles sont capables de proliférer quand il y a beaucoup de rejets en fait, d'engrais, de matière organique. Donc les rejets urbains, les rejets agricoles les font proliférer, la proximité des ports par exemple. Donc lorsque l'on voit beaucoup d'algues vertes, on peut imaginer que derrière, il y a un déséquilibre au niveau de l'environnement, de la qualité de l'eau. Leur présence est tout à fait naturelle, qu'il y en ait, c'est normal. Mais par contre, une fois que notre côte devient verte, très verte, là, c'est vraiment indicateur de perturbation. Même chose pour les corallines, ce sont des algues rouges calcaires. De près, ça ressemble vraiment à un petit buisson. Elles font quelques centimètres de hauteur. Un petit buisson de plaques de calcaire articulées. Alors ces algues corallines, là aussi, leur présence est tout à fait normale. Par contre, leur surreprésentation, quand il y en a vraiment beaucoup, lorsqu'on ne voit plus qu'elles, à certains endroits, c'est là aussi un indicateur de mauvaise qualité de l'eau. Au contraire, certaines espèces sont, elles, indicatrices de bonne qualité de l'eau. C'est le cas de la cystosère stricte, Ericaria mantacea, que vous avez en photo ici. Alors c'est une espèce qui n'est visible vraiment qu'au printemps et en été, lorsque les rameaux poussent. Ce sont des rameaux qui font jusqu'à 30-40 cm, qui sont bruns, d'une couleur brun-vert. Alors c'est une espèce qui préfère les milieux battus, donc les caps, les zones exposées aux courants, aux vagues. Donc c'est normal de ne pas la voir dans le fond des baies, c'est pas du tout ce qu'elle affectionne. Par contre, elle a besoin d'une eau de bonne qualité. Donc pour donner une idée en fait de la qualité de l'eau, l'observation de certaines algues apporte vraiment des informations à la fois rapides à obtenir et à la fois précises. Alors cette espèce, quelques mots encore sur notre cystosère stricte, c'est une espèce qui, en plus d'être indicatrice, est une espèce vraiment qui forme une sorte de mini-écosystème à petite échelle et temporaire, puisque les rameaux sont là qu'une partie de l'année. Mais à l'intérieur de ces rameaux, on va retrouver énormément d'autres algues qui vont se servir comme support par exemple, et beaucoup d'espèces animales de petite taille qui vont venir soit se nourrir, soit chercher un refuge. Donc des petits crustacés évidemment, des mollusques, etc. Donc on l'appelle ingénieure d'écosystème parce que vraiment elle crée un petit écosystème avec elle. Donc voilà, c'est pour terminer cette première partie sur nos petits fonds rocheux. On va se retrouver pour, cette fois-ci, plonger, mettre réellement la tête sous l'eau et regarder ce qu'on va y voir.